d'une civilisation, une civilisation islamique qui n'a pas Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros, on est de retour. En fait, on n'était pas partis, c'était juste les vacances de la Toussaint. Genre on était épuisés. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a 3 rhinocéros par mois et on a calé les pauses sur les vacances scolaires. Bah t'aurais pu leur dire, parce qu'il y en a qui ont cru que c'était fini Rhinocéros. Eh ben, ce serait dommage, parce que là, on n'a jamais vu autant de gens se transformer en même temps sur les plateaux télé. Ça va être la question du jour. Pourquoi les journalistes français sont-ils aussi biaisés? Comment on en est arrivé à cette situation où on en vient à relativiser, voire excuser sur les plateaux, ce qui commence à ressembler à un nettoyage ethnique, voire à un génocide dans la bande de Gaza. Notre point de départ aujourd'hui, ça va être l'attaque meurtrière du 7 octobre, son traitement médiatique, mais on va bien sûr revenir sur le traitement médiatique de la riposte israélienne, qui à l'heure où on tourne cette émission a fait plus d'une dizaine de milliers de morts. Commençons par noter que dès les premiers jours suivant le 7 octobre, les plateaux télé se sont remplis d'intervenants divers qui se montraient plus impatients les uns que les autres de voir enfin Israël se défendre, autrement dit, être à l'initiative des prochains massacres. Comment riposter? Mais c'est toute la tragédie de cette posture absolument nihiliste du Hamas qui, par sa barbarie, par sa violence, tue toute chance, et c'est le souhait d'ailleurs, de parvenir jamais à des discussions ou à un quelconque compromis. À très court terme, il va effectivement falloir une intervention terrestre pour essayer de libérer ces otages. Bien entendu, dans les premiers jours qui ont suivi la journée du 7 octobre, tout le monde était dans l'émotion. Tout le monde était sous le choc devant la violence des images qui parvenaient d'Israël. À ce moment-là, sur les plateaux, il était interdit de réfléchir, et si on ne cédait pas à la stupeur ambiante, on était déjà suspect, on était déjà quasiment complice de la barbarie. Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie. Et de se donner l'air en plus de mieux la comprendre en le faisant. Il faut être dans l'émotion, condamner ces attaques barbares. Mais il y a une réalité, que c'est celle de l'occupation qui dure depuis 60 ans, et donc elle a résonné bien au-delà du cercle des islamistes. Et donc Netanyahou, l'Israël, doit riposter, va riposter très très fermement. Vous voyez ce qu'il dit là, Georges Malbruno. Il essaie de recontextualiser un peu, mais vous voyez bien qu'il n'y arrive pas. Il faut être dans l'émotion, il dit que oui, Israël doit riposter, même très fermement. Et puis en quelques jours, c'est joué dans le paysage médiatique une véritable bataille des mots. Comment parler du Hamas? Comment parler des combattants du Hamas? Le 10 octobre, les 1500 hommes armés qui étaient sortis de Gaza et avaient perpétré ces massacres avaient bien sûr été abattus. Mais comment les nommer? Comment parler de leur mort? Là-dessus, le 20h de TF1 tâtonne encore. Les autorités israéliennes affirment que 1500 combattants du Hamas sont morts en 3 jours. L'armée israélienne affirme avoir repris l'intégralité de son territoire au Hamas. 1500 militants ont été neutralisés. Alors là, vous voyez, ils n'ont pas été abattus, ils ont été neutralisés. Ils sont morts, on ne sait pas comment. Ouais, il y a même eu des formulations encore plus étonnantes. On a pu entendre par exemple qu'Israël avait retrouvé leur corps. C'était la formule consacrée, on pouvait l'entendre y compris jusque dans les journaux de France Culture. Une formulation reprise telle quelle des déclarations de l'armée israélienne qui, vous allez le voir, tient à ce qu'on emploie exactement les mêmes mots qu'elle. L'armée israélienne a indiqué il y a quelques minutes avoir retrouvé des centaines de corps de soldats du Hamas, de combattants du Hamas en Israël. Que pouvez-vous nous en dire ? Je viens de vous parler de massacres et de charniers, vous me parlez de combattants et de soldats. Vous savez, un soldat tue des soldats. L'armée israélienne indique avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas. C'est le communiqué de... On n'a pas dit combattants du Hamas. On a dit combattants du Hamas. Ce sont les On n'a pas dit combattants du Hamas. Quelqu'un qui tue des enfants, qui décapite des femmes, c'est pas un combattant. C'est un assassin et un meurtrier. Il faut arrêter de parler un langage qui ne convient pas à la situation. Il faut arrêter de penser que le Hamas, ce sont des gentils personnages qui veulent la paix et l'amour entre les peuples. La communication des forces israéliennes était face à un vrai défi, préparer l'opinion internationale à la violence de la riposte et aux crimes de guerre qui allaient suivre. Et pour parler aux Européens, c'est pas très compliqué. Nous, tout ce qui est le blocus, l'occupation, la guerre sur notre sol, les famines, les coupures d'électricité, tout ça, on connaît pas trop. Nous, il faut nous parler de terrorisme et d'attentats. Ça, on connaît, ça nous parle, ça évoque des choses pour nous. Donc, dès le 8 octobre, tout a été fait pour que les Français adhèrent à ce récit de la riposte légitime face au terrorisme barbare et aveugle. Il faut imaginer, par exemple pour la France, 200 Salah Abdeslam
ou 200 Mohamed Kouachi ou ce genre de terroriste, ou Mohamed Merah, 200 Mohamed Merah qui débarquent en France et qui commencent à attaquer les civils français. C'est un peu notre 11 septembre à nous, c'est un peu notre 13 novembre à nous, avec bien plus de morts que les Européens malheureusement ont connu, heureusement pour les Européens bien entendu. Lui, c'est Julien Baloul. Ce spécialiste de la société israélienne, comme il nous est présenté par BFM TV, est en fait un ancien porte-parole et community manager de l'armée d'Israël. Il a officié comme journaliste à I24 News et au lendemain même de l'attaque, ses éléments de communication sont très efficaces. Il faut bien comprendre, à l'heure où je vous parle, le bilan est officiel. Je sais que le bilan officiel est encore pire que ça, mais le bilan officiel des attaques d'hier est déjà de plus de 300 morts. On est un pays de 9 millions d'habitants. À l'échelle de la France, ça serait déjà plus de 2200 morts. Il n'y a aucune attaque terroriste en Europe qui a fait autant de morts. Que l'État d'Israël déploie ses communicants pour essayer de cadrer le récit, c'est normal, c'était même attendu. Ce qui a été plus étonnant, c'est de voir à quel point ces éléments de langage ont imprégné facilement la rhétorique des journalistes de plateau. Car très vite, ils se sont adaptés. Ils ont cessé de parler de combattants du Hamas, ont adopté le terme terroriste et ils sont même allés jusqu'à reprendre à leur compte certaines formulations directement des communicants d'Israël. On le dit beaucoup depuis 24-48 heures. C'est une échelle de 1 à 7 par rapport à la France. Quand il y a 1000 victimes israéliennes, c'est comme s'il y en avait 7000 en France, pour donner une idée de ce que ça constitue comme drame. Alors vous avez peut-être remarqué, mais ces comparaisons à base de multiplication, ces derniers temps, on les entend plus trop. Et pour cause, mettons que sur les 2 millions de Gazaouis, les bombardements et le blocus israélien aient tué déjà 5000 enfants. Entre la population française et la population de Gaza, il y a un rapport de 1 à 34. 5000 x 34, ça fait 170 000 enfants. Voilà, je ne sais pas si ce chiffre aide à réfléchir. Bon, puis de toute façon, c'est pas pareil. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a l'intention de les tuer ou pas. Ah oui, parce que quand on a des grosses bombes et qu'on veut viser des points précis et que bon, il y a des enfants et tout, on n'a pas le choix, c'est pas fait exprès. Non, c'est pas fait exprès, enfin, du coup, c'est moins grave. C'est Caroline Fourest qui l'explique très bien. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Beaucoup de voix se sont élevées contre cette iniquité dans le traitement des victimes. L'ARCOM a été interpellé par exemple suite aux propos de Caroline Fourest que vous venez d'entendre. Pour défendre la paix, il faut d'abord reconnaître qu'une vie vaut une vie. C'est sous ce titre qu'une tribune a été publiée le 16 octobre dans le journal Le Monde, tribune qu'on doit à une dizaine d'universitaires qui dénonçaient déjà le 2 poids 2 mesures chez les politiques comme dans le traitement médiatique. 9 jours après l'attaque du Hamas, le bilan est de plus de 3600 morts, 1300 Israéliens et déjà plus de 2300 Palestiniens dans la bande de Gaza. Or, la valeur des victimes ne semble pas être appréciée de la même manière pour les Israéliens, reconnus comme des individus ayant un visage, un nom, une famille, une histoire, que pour les Palestiniens, dont la mort anonyme est juste localisée dans le territoire de la bande de Gaza. Ces morts sont ainsi banalisées dans la fatalité d'un décompte dont beaucoup s'accommodent. Signataire de cette tribune, Bertrand Badi, sociologue des relations internationales, explique quelques jours plus tard chez Mediapart avoir eu du mal à trouver dans les médias français des images ou des récits qui permettraient aux spectateurs de partager également la douleur des Palestiniens endeuillés. J'ai vu des reportages qui ne regardaient pas ces souffrances absolument identiques de la même manière et ne leur donnaient pas le même écho. Il y a une tendance à l'anonymat, c'est-à-dire quand il y a des destructions à Gaza, on montre des monceaux de pierre. Si dans les grands médias, les civils, les enfants de Gaza sont souvent en effet anonymisés, invisibilisés, eh bien les soldats de l'armée israélienne, eux, au contraire, sont parfois très humanisés. Eux, ils ont des sourires, des peines, des espoirs. Ces choix éditoriaux, au bout d'un moment, ils ont commencé à agacer une partie du public. Ouais, il y en a qui se sont plaints. France Télé dit qu'ils n'ont pas reçu autant de courriers de plainte depuis le Covid-19 ou les Gilets jaunes. C'est ce qu'on apprend dans l'excellente revue des médias de l'INA, qu'on vous conseille d'ailleurs. Dans cet article, on apprend aussi que les messages reçus par France Télé sont moins violents que ceux qu'ils reçoivent d'habitude. Les gens s'interrogent sur la provenance des images diffusées ou bien sur le choix des mots. Le médiateur perçoit presque une forme de modération. C'est comme s'il y avait une vraie sidération, une crainte d'un embrasement encore plus violent du conflit qui retenait un peu les plumes. Est-ce qu'on peut en déduire qu'en fait, finalement, il y a plus de gens exaltés, bellicistes, avides de violence dans les télés que devant les télés ? Il y a moyen, en fait. En tout cas, les téléspectateurs s'interrogent et c'est tant mieux. Un de nos téléspectateurs, Christian par exemple, se dit étonné du temps d'antenne, plusieurs heures, consacrées à la situation des civils en Israël et les quelques minutes consacrées à celle des civils palestiniens. Étienne Lénart, avant de revenir sur cette question, est-ce que vous pouvez déjà nous préciser
le dispositif de France Télévisions sur le terrain. Il y a plusieurs équipes de reportage, un peu partout, j'imagine. Oui, vous savez, quand on couvre un conflit comme celui-là, et nous sommes malheureusement habitués à couvrir les conflits, nous nous attachons à pouvoir être des deux côtés. Le problème que nous avons là aujourd'hui, c'est que nous avons côté israélien 4 équipes pour la rédaction nationale, pour les journaux de France 2 et de ici 12-13 et ici 19-20, et qu'à Gaza, nous avons nos fixeurs, et uniquement nos fixeurs. Compte tenu du scénario terrible du 7 octobre, nous n'avons pas eu le temps de faire passer une équipe. Et là, on va rentrer dans le dur. Vous avez bien entendu, d'un côté, pour couvrir la société israélienne, France Télé dispose de 4 équipes. Et pour couvrir ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, Étienne Lénart nous dit qu'il se repose sur ce qu'ils appellent des fixeurs. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est un fixeur. En quoi c'est différent d'une source pour un journaliste? Eh bien, tout simplement, un fixeur, il est sur le terrain, il vit sur le terrain, mais il va aider le journaliste justement à se repérer sur ce terrain. Par exemple, si demain Denis Robert nous envoie couvrir la guerre des gangs à Mexico, il va nous falloir un fixeur. Oui, je préfère, oui. Parce que je parle même pas mexicain. Les fixeurs, ils connaissent la langue du coin, mais ils connaissent aussi la langue des journalistes, ce qui est pratique. Ils connaissent aussi les coins à éviter, les coins dans lesquels il faut aller pour choper de l'info, les personnes à qui parler, les personnes qui sont un peu dangereuses, attention, oulala. En fait, les fixeurs sont souvent eux-mêmes journalistes. Et aujourd'hui, ce sont les principales sources d'information pour des médias occidentaux qui ne peuvent pas envoyer d'équipe dans Gaza. Blast travaille par exemple avec Mohamed El Saïf, qui a déjà réalisé 2 vidéos qui nous montrent ce qui se passe dans la bande de Gaza. À Blast, on préfère parler de lui comme d'un journaliste à part entière, mais les médias français continuent d'employer pour ses reporters sur le terrain le terme de fixeur. Ces fixeurs et ces journalistes sont donc devenus des sources. Ce sont les dernières sources d'informations sur ce que vivent les Palestiniens piégés dans la bande de Gaza, mais leur statut de journaliste ne les protège pas. Depuis le début des bombardements, un journaliste par jour a été tué dans la région. Le 7 novembre, Reporters sans frontières faisait état de 36 journalistes morts sous le feu de l'armée israélienne en 31 jours de guerre. Des chiffres qui dépassent de loin ceux qu'on a l'habitude de rapporter sur les autres zones de guerre. Voici Rochdi Sarraj, ici aux côtés de Frédéric Mettezo, journaliste à Radio France. Rochdi était fixeur et journaliste. Depuis 2008, il documentait la situation là-bas, il donnait des visages aux victimes, racontait leurs histoires et offrait au monde des images des bombardements israéliens, comme ceux de mai 2023, ici sur son Twitter. Il a été tué à l'âge de 31 ans. Et comme à chaque mort de journaliste, c'est une voix qui se tait, mais c'est aussi un regard qui s'éteint. Rochdi n'enverra plus d'images à Radio France et à Ouest France, pour lesquelles il travaillait ponctuellement. Voilà pourquoi on manque d'images. Voilà pourquoi quand vous allumez votre télé, les envoyés spéciaux, ils sont jamais du côté des Palestiniens. Et ça, c'est quand il y a des envoyés spéciaux. Parce que par exemple, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, BFM TV n'avait personne sur place. Ils ont dû donc faire appel à des journalistes d'I24 News. I24 News est une télé communautaire israélienne qui diffuse en 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. Conçue comme une vitrine de la société israélienne offerte aux yeux du monde, elle a été fondée en 2013 par Patrick Drahi, également propriétaire de BFM TV. Quand Drahi nous a intégralement racheté en 2018, la couverture du Proche-Orient, qui était assurée par un correspondant, a été transférée à I24, se souvient un grognard de la rédaction. Il y avait l'argument de la mutualisation, mais cela pose quand même un problème de ligne éditoriale. Et au premier jour du conflit actuel, on nous a mis dans les pattes les experts et correspondants d'I24. C'était simple, pratique et problématique. Ce témoignage est issu d'un article de Blast, un article qui raconte le malaise à l'intérieur même de la rédaction de la chaîne Info. Voici Maël Benoliel. Il travaille pour I24 News et bien évidemment, on peut le comprendre, quand l'armée israélienne lui a fait visiter à lui et à d'autres les lieux des massacres, il était sous le choc. Il y a avec nous des dizaines et des dizaines de journalistes du monde entier et il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse que nous avons pu voir ces dernières minutes. Un tour organisé donc par Tsahal, il s'agit de montrer au monde ce que le Hamas, ce que le djihad islamique a fait ici à des innocents. Bien sûr, déléguer le traitement de la région aux journalistes d'I24 News, oui, ça pose problème. I24 News est une chaîne qui ne cache pas son soutien à la colonisation et même au gouvernement Netanyahou. Alors, sauf qu'en interview, ils disent pas ça. Ils disent qu'il faut entendre toutes les voix, qu'il y a du pluralisme. Ah c'est News aussi, ils disent ça. Non, il y a le pluralisme, on fait entendre tout le monde. Oui, ça mange pas de pain. C'est l'histoire d'I24 News. C'est de mettre en place une chaîne qui non seulement donne l'information, mais donne l'opportunité à toute la diversité des composantes de cette région de pouvoir donner leur point de vue. Oui. Et en effet, comme sur CNews, toute la diversité des opinions peut s'exprimer, même les diversités les plus radicales, avec encore moins de modération que sur CNews d'ailleurs, c'est dire si ça fait vivre le pluralisme tout ça.
Je vais vous dire honnêtement les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Donc on ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Le message principal, c'est d'apporter quelque part dans le monde une nouvelle image de notre société ici, de démontrer qu'en réalité ici les gens sont tout à fait normaux comme ailleurs. Bon, là c'est sûr qu'avec ce contexte de nettoyage ethnique, voire de génocide à Gaza, on s'est peut-être un petit peu éloigné du projet initial de Patrick Drahi. Il faut savoir qu'à Paris, les locaux français d'I24 News sont dans le même bâtiment que ceux de BFM TV. Donc c'était bien pratique pour remplir les plateaux du soir de la chaîne Info. Ceci dit, BFM TV au bout d'un moment a quand même dépêché ses propres journalistes sur place, à savoir autour de Gaza, mais ils ont été confrontés évidemment au même problème que les autres journalistes européens. Tout d'abord, ils ne parlaient pas la langue, donc ils ont dû se reposer sur des fixeurs israéliens. Et ensuite, comme pour les autres, impossible de documenter le sort qui a été fait aux Palestiniens. Comment va-t-on informer côté palestinien ? Voilà. Donc il y a les territoires palestiniens avec la Cisjordanie, mais Gaza, c'est quand même là où ça se passe, et on ne peut pas y accéder. Pourquoi ? Parce que Tsahal nous l'interdit. Voilà. L'armée israélienne. Officiellement pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi on ne peut pas aller aujourd'hui à Gaza. Mais c'est aussi parce que ça voudrait dire que si des journalistes occidentaux accèdent à la bande de Gaza, on aurait la preuve quelque part, en plus des informations plus ou moins vérifiées sur place, eh bien que ce qui se passe est aussi difficile. Le gars que vous venez d'entendre, c'est Igor Saïri, un des envoyés spéciaux de BFM TV. C'est issu d'un podcast d'ailleurs très intéressant dans lequel Grégory Phillips, le chef du service reportage, interroge 2 de ses journalistes envoyés en Israël. Donc Igor Saïri, il pouvait pas se rendre sur place à Gaza, mais il a quand même réussi à décrocher une interview sur Skype d'1h20 avec un des responsables du Hamas. Il m'a posé des conditions, évidemment. Il m'a dit qu'il fallait nécessairement parler non pas que du récit israélien, j'insiste sur ce terme-là, mais aussi de son récit à lui. Son récit à lui, eh bien, cela comportait de parler de ce qu'il se passait dans la bande de Gaza. Le problème ici, ça a été le cadrage. Toute l'interview n'a pas été diffusée, mais selon le reporter, ça ressemblait plutôt à un dialogue impossible. Et on comprend bien pourquoi. Igor Saïri, depuis des jours, il est surtout plongé dans la société israélienne. L'armée lui a fait faire un tour de presse des zones de massacre, etc. Donc quand il se retrouve face à un responsable du Hamas, ce qu'il lui demande, c'est est-ce qu'il condamne les massacres du 7 octobre ? Très vite, quand je lui ai demandé s'il condamnait les attaques du 7 octobre, les attaques terroristes, très vite, il m'a dit que c'était injuste de parler dans cette configuration-là, de dire qu'il s'agissait de terrorisme. Pour lui, ce n'était pas du terrorisme, il s'agissait d'un acte de défense. Les Palestiniens ont le droit de frapper à la porte de leur prison et d'essayer de se débarrasser des murs de cette prison. Il s'agissait donc d'un acte défensif, d'un simple acte de défense. Pour le public français, ce discours est bien entendu inaudible. Et en effet, qui a envie d'écouter les justifications d'un criminel de guerre ? Et cette fois-ci, la propagande est immédiatement identifiée. Elle est même nommée comme telle par les journalistes de BFM TV. Les extraits de l'interview sont soigneusement contextualisés par l'éditorialiste du coin, Ulysse Gosset. Parler d'un acte de défense alors qu'il y a eu 1400 morts, des femmes, des enfants, des bébés, un enfant de 18 mois qui est aujourd'hui pris en otage, une dame de 87 ans qui est aujourd'hui prise en otage, on ne peut pas parler d'un acte de défense, c'est inacceptable, c'est du terrorisme. Et il récuse le terme de terrorisme, mais ce n'est pas possible. C'est là qu'on voit que la communication de l'armée israélienne a été très efficace, particulièrement en France. Peu importe le nombre de morts dans les bombardements, d'enfants, de journalistes, peu importe l'utilisation du phosphore blanc, le blocus illégal, les déplacements de population, eux aussi illégaux au regard du droit international, comme à peu près tout ce que fait Israël, peu importe la violence de la riposte qui s'abat sur les Palestiniens depuis un mois, tout nous ramène au 7 octobre, la seule date qui compte. On le voit dans l'interview du responsable du Hamas, dans le recadrage d'Ulysse Gosset, le massacre du 7 octobre semble seul susciter l'horreur. Il n'y a rien avant, rien après, et tout y ramène. Sur les plateaux, les descriptions sont martelées avec le plus de détails morbides possible, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, car Israël en a fait son axe de communication principal, parce que sur nous, ça marche. Le 7 novembre au soir, un mois jour pour jour après les attaques du Hamas, l'ambassade d'Israël a même organisé à Paris une projection presse de 43 minutes d'images du massacre.
Beaucoup d'ambassades ont reçu la possibilité de diffuser le film, a précisé encore le porte-parole. Des projections ont eu lieu à Berlin le 2 novembre, à New York le 3, à Madrid le 6. Aux États-Unis, l'actrice Gal Gadot veut le montrer à Hollywood et des discussions sont en cours en France pour que des parlementaires puissent le visionner. Le journaliste Olivier Tesquet, présent et accrédité à cette soirée, a même vu une de ses collègues quitter la salle en sanglots. Il se demande dans Télérama s'il n'a pas assisté à un snuff movie d'État. Il ajoute : Le 4 novembre, l'ex-premier ministre nationaliste Naftali Bennett, inquiet de perdre la bataille de l'opinion et de voir les contenus pro-palestiniens faire 15 fois plus de vues sur TikTok, a annoncé qu'il partait en tournée d'information politique aux États-Unis, où des projections privées de la vidéo de l'attaque sont déjà prévues. Le dispositif est redoutable et très efficace. Comment ressortir de la salle autrement que bouleversé si l'on est un tant soit peu humain ? Tous les journalistes n'ont pas le sang-froid et le recul d'Olivier Tesquet. La plupart vont rentrer chez eux, essayer de digérer comme ils peuvent cette séance morbide. Et puis le lendemain, ils vont prendre le stylo ou le micro et ils vont nous raconter à nouveau l'horreur. L'horreur qu'on nous a déjà racontée depuis un mois avec déjà beaucoup de détails sinistres. La seule horreur en fait qui mérite d'être racontée, la seule horreur en tout cas qui bénéficiera d'une telle visibilité. Revenons pour finir sur l'article de Blast, celui qui parlait d'un malaise dans la rédaction de BFM TV. Après avoir expliqué le déséquilibre dans le traitement de l'information par le manque d'images d'un côté et l'abondance de l'autre, il évoque l'autocensure des journalistes. Dans la pratique, ce déséquilibre ne répond à aucune consigne écrite. Aucun ordre de mobilisation n'a été délivré pour favoriser un camp, ni interdiction d'évoquer un sujet. Donc pas besoin de coup de fil de Patrick Drahi pour intimer l'ordre aux journalistes d'être empathiques avec les uns et insensibles aux souffrances des autres. Finalement, les journalistes le font un petit peu comme ils veulent, selon leur sensibilité. Ceci dit, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que même s'il n'y a pas de consigne écrite, il semblerait qu'il y ait quand même des pressions qui s'exercent dans les rédactions. C'est ce que nous explique un communiqué de l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, une asso qui compte près de 200 membres. Ce communiqué, sorti début novembre, s'inquiète du traitement réservé en interne aux journalistes non blancs. Dans leur rédaction, on considère que l'attachement, réel ou supposé, de journalistes au respect des droits du peuple palestinien les biaise et les empêche de faire leur travail correctement. D'autant plus si ces journalistes sont arabes ou musulmans. Certains nous rapportent des remarques racistes, d'autres des blagues ou des accusations à peine déguisées, évoquant une sympathie supposée avec le Hamas. Cette suspicion d'affinité terroriste est un ressort islamophobe classique contre les personnes arabes ou musulmanes. D'après l'AJAR, ces suspicions, ce racisme diffus, ont un effet très concret sur la santé mentale des journalistes, et parfois même sur leur travail. Nos membres témoignent également de mise à l'écart et d'un manque de confiance professionnelle de la part de leur hiérarchie, qui ignore leurs propositions d'angle et contrôle leur production de manière inédite. Tout cela sans susciter de réaction de la part des collègues ou des chefs présents. Ce communiqué est important parce qu'il permet d'expliquer pourquoi les militants antiracistes parlent aujourd'hui de racisme structurel. Si les Palestiniens sont invisibilisés, déshumanisés, c'est aussi parce que les rédactions sont des lieux où s'exerce un racisme qui est toléré ou du moins qui n'est pas sanctionné. Voilà, c'est ça structurel, c'est-à-dire qu'il y a un racisme qui va aussi en créer un autre, c'est lié, tout est lié. Donc si vous aviez l'impression jusque-là que le traitement de la guerre au Proche-Orient était quand même biaisé et assez majoritairement pro-israélien, vous n'êtes pas zinzin, c'est vrai. Par contre, mauvaise nouvelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change dans l'immédiat en tout cas. Entre les projections privées des massacres du 7 octobre, la mort des journalistes dans Gaza qui nous privent d'images, la perméabilité des journalistes français aux éléments de langage d'Israël et leur racisme de moins en moins caché, il y a fort à parier que c'est pas demain la veille qu'on pourra poser tranquillement en France les bons mots sur l'horreur qui est en train de se dérouler loin de nos yeux.